plus la merde sur Discord. Ok. Alors du coup, alors ça c'est mon test pour l'étal, excuse-moi. Voulez-vous open new mission? Yes. Et on va prendre du coup c'est F14 formation Rio. Voilà. Alors, on va commencer par la visite du cockpit. Et pour ce faire, ça c'était pourquoi? C'était pour le TAL, on s'en fout. Pourquoi? Non, c'est parce que j'avais fait un avion avec des TAL. Ah non, j'ai cru que j'avais perdu mon parachute. Je crois qu'il avait Ah. explosé. Bon voilà, s'il te plaît complexe, nous sommes du coup en formation, donc tu ranges le téléphone et tu écoutes. Faut être attentif. Je range le téléphone. Quoi? T'as cramé toi, quoi? J'ai fini je suis Tu es en train de faire. classe, complexe, hein? Voilà, il faut être attentif. C'est quoi ça, ce comportement? Chien. Alors, mon cher Ryan, on va en prendre le premier ici. Voilà. On va se mettre en pause active. Voilà. Et on va se mettre à l'arrière. Et j'ai coupé le son parce qu'on va pas... Enfin, je m'en fous un peu du bruit directeur pendant que j'explique. Voilà. Voilà. Alors, mon cher Ryan, est-ce que tu vois ce superbe cockpit? Yes. Il est magnifique. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un Rio, Ryan? Un Ta Rio, gueule. c'est un Radar Radar. Intercept Officer. Yes. Ça veut dire que dans le nom, t'as trois trucs. Radar, interception, officier. Et pourquoi c'est important les trois? Radar parce que les radars, jusque là, c'est pas trop compliqué. Intercept parce que tu vas devoir intercepter des trucs avec ton radar, donc tu vas devoir activement le manipuler. Et officer dans le sens où, bah en fait, tu participes et c'est même toi en fait qui, il faut voir ça comme l'officier de bord, c'est toi qui dirige à bord dans le Ta 14. gueule. Ok. Quand tu es Rio, tu es responsable. Je dis bien pas en charge, je dis bien responsable de la gestion d'armement, de la navigation, des communications, de la stratégie en BVR, donc non pas en dogfight mais en BVR, et de la situational awareness. Et ça c'est très important également, parce que ton pilote à ce niveau-là, voilà. Et tous ces points sont ultra importants. C'est toi qui es responsable, voilà, de l'avion au combat, ainsi de suite. Là où le pilote, lui, est responsable de la sécurité de l'avion d'un point de vue du vol, atterrir, décoller, ravitaillement, et c'est à peu près tout. Faut voir ton pilote comme étant toi t'es le cerveau, ton pilote c'est tes bras. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit tour de ce petit cockpit. On va dire y aller par panneau. Donc, là devant toi, ici, c'est ce qu'on appelle le DDD. Pour Data Display... Putain, c'est quoi DDD, le troisième D, c'est... Euh, Euh... 10. Non, attends, il y a. Attends, hop, euh, on va... J'avais préparé... Voilà, ma petite page avec les abréviations. C'est le Detail Data Display, voilà. Donc en fait, cet écran-là, ça va être... Contrairement... je crois que c'est le seul avion qu'on a dans des CS, enfin, on va dire moderne, où on a ça, c'est que tu vas recevoir non pas les données analysées du radar, mais les données brutes. Donc ça, c'est les données brutes. Et là, tu vois que tu as des points. Bon, on recommencera tout à l'heure parce que là, ils vont bouger parce que le jeu, il n'aime pas trop la pause active, mais... Voilà, ça, c'est le DDD. Et tout ça, donc ce rectangle-là, tu vois le curseur jaune ou pas? Oui, on le voit. T'es Ok. en train de former Ryan au Rio là? Oui. Ah d'accord, ok. Je, Et je- pourquoi tu je lui prends ton montre, pilote? je lui montre en fait à peu près à quoi ça ressemble déjà. Donc tout ça, c'est ce qui va te permettre de gérer le radar. Comment le radar fonctionne. Enfin, en gros, c'est voilà, ça c'est pour gérer le radar. Tu peux gérer le gain du radar. Voilà, vu que tu es ingénieur, tu sais ce que c'est un gain. Voilà, c'est donc, attention, attention, c'est donc 20 logs de... Mais enfin, Ah bah, Ryan, 20 logs de la puissance reçue. oui, Ah, bah, I sur les zéros, oui, si tu veux. voilà.
Ensuite, tu as Erase, ça c'est le filtre, c'est-à-dire le niveau de filtre. Donc tu peux gérer en fait à la main donc le niveau du gain, le niveau du filtre. Tu peux gérer donc l'affichage et surtout tu as tous les putains de modes radar. Ça c'est les locks. C'est x4, c'est jamais compris quoi ça s'appelle. C'est l'échelle. En gros, t'as normal et x4, c'est pour le taux de rapprochement. Donc en gros, ça fait x4, donc ça permet de. Je crois que c'est pour zoomer en fait. Enfin, pour écarter les points entre eux. En gros, l'échelle s'agrandit. D'accord. T'as les différents calibres de jeu de radar en haut. Est-ce que tu le calibres pour viser à 5 nautiques, 10, 20, 50, 100? Ça, c'est important, va falloir tout le temps jouer avec. Parce que plus tu regardes loin, Bon, plus tu vois. bah tu vas voir des trucs. Mais imagine, t'as envie de voir un truc à 50 nautiques et que t'as plein de trucs à 20, et bah c'est-à-dire que tu auras plein de points analysés. Donc il faut couper les données inutiles. Donc si tu cherches un truc à 50, ça sert à rien d'avoir les trucs à 200 qui vont te rajouter des points. Donc voilà. Nous avons une reproduction de certains instruments que le pilote a, classique, la vitesse, l'altitude, l'horizon, enfin le truc de secours, là, l'horizon artificiel de secours, le fuel, le compas, donc le HSI, ce genre de choses. En bas, nous avons le TID pour, je crois, c'est Tactical Information Display, et je le vérifie quand même pour pas dire des conneries. TID, c'est ça, Tactical Information Display. Putain, je suis bon, je suis bon. Alors là où, en haut, tu vas avoir le radar qui va donner les données brutes, en bas, ça va être l'affichage de toutes les données traitées, plus la superposition des autres données que tu reçois par datalink, ou par l'avion, ainsi de suite. Par La fameuse exemple... liaison 4. De quoi? Là, j'ai dit la fameuse liaison 4. Mais sinon, plus simple, en haut analogique, en bas numérique. Ouais, alors... Merci. déjà, Bah, c'est pas vraiment... Bon, c'est pas vraiment numérique, hein, c'est un ordinateur analogique à la moitié le truc, hein. Donc c'est genre les trucs à tambour. Mais bon, c'est à peu près ça. Donc en bas, t'as du coup le traitement des informations, la superposition avec les autres informations et les autres sources d'informations. C'est-à-dire que là, tu vas avoir la superposition des données radar, des données du datalink, les données de la centrale inertielle et deux trois autres données à la con comme l'élévation du radar et ainsi de suite. Ensuite, sur le côté droit, c'est ici que tu vas gérer tout ce qui est en rapport avec les contre-mesures. Donc t'as ici la sous-classe, c'est pour gérer les contre-mesures, les flares, les chaffes. Tu as ça, c'est pour donc c'est le jammer, hein, le DSM c'est pour gérer le jammer, le RWR en haut. Cette partie-là, c'est pour gérer tout ce qui est les data links. Et t'as donc ça c'est les lumières, on s'en fout. Et ça c'est l'IFF. faire au cas où. Là où bon, je rentre pas dans les détails, hein, parce qu'on s'en fout pour l'instant. On voit pas ton curseur règle. Mais là, tu vois pas sur Discord ou sur Twitch? Ah, pardon. T'es sur Oui, tu le Twitch? vois. Je suis sur les deux. Ah. Ah, ok, non, non, je regarde sur Discord. Je pensais que sur Twitch. Je sais pas sur Twitch. Bon, bref. Alors que là, de l'autre côté, on a. Ça, c'est le CAP. Pour Computer Access Panel, je crois. CAP, CAP, CAP. CAP. Et alors, voilà, c'est pas les SecPar, hein, les CAP, bien évidemment. C'est ça, Computer Address Panel. C'est ça qui... Ah bah en fait, tu vois, de nos jours, on a créé un truc qui s'appelait les MFD, ou alors les boutons, ou alors les claviers. Et bah à l'époque, en fait, ils avaient cette merde. C'est-à-dire qu'au lieu de cliquer sur le bouton, tu sais, genre cliquer avec ta souris sur le truc, genre, bah, genre avion, propre avion, et bah tu dois aller sur ton putain de tambour, cliquer sur le bouton qui coche le menu défilant en physique. Voilà. C'est à l'époque où en fait les menus, on ne savait pas les faire dans un ordinateur, du coup on les faisait en vrai. Donc c'est de la grosse merde, mais bon, bah voilà, c'est le charme de l'époque. Et donc t'as différentes catégories, les tests, la navigation, les données tactiques, le data link, les données tactiques des cibles. Par exemple, imagine que tu as un contact et que tu veux le marquer comme hostile. Sur un truc moderne, tu ferais double clic, enfin, je clic droit, hop, affiché comme hostile. Là, non. Tu le sélectionnes avec ce petit truc-là. Tu le sélectionnes sur l'écran. Tu vas sur le menu ici. Tu sélectionnes ami ici. Tu appuies. Et puis voilà. C'est de la merde. Mais Particulièrement confortable. c'est bon. Bah écoute, voilà. Hein, ça marchait comme ça à l'époque. Ici, tu as d'autres paramètres pour le radar, notamment le cône radar, la taille, le nombre de barres, et ici, la gestion de tous les paramètres pour le TCS. Le TCS, c'est le Television Camera 7, je crois. TCS. C'est ça, Television Camera 7, oh là là, mais tu t'as vu comment j'ai appris ma leçon, Ryan? Tu te rends Incroyable. compte? C'est juste ouf.
Donc c'est là où tu gères toute la télé. Bon, la télé là, je sais pas, genre si on se met... Attends, hop, je vais mettre dessus. Là. Bon, bah là on voit rien parce que j'ai rien loqué, mais voilà, tu peux voir ça à Bouger, côté. faut la bouger. Faut la bouger. Ouais, allez, attends, on va la bouger. Je suis en IRTV, ouais. Voilà, bon là je la bouge. Voilà, là on peut voir que y a du sol. Tu peux voir, voilà. Donc je rappelle, hein, c'est les vieilles télé. Genre bon, C'est pour l'identification en l'air en fait. Ce qu'un TGP fait maintenant, ça le faisait à l'époque. genre c'est l'ancêtre du TGP ça. Voilà. Parce qu'en fait, alors l'anecdote marrante à propos de pourquoi il y a ça dans le F14, à l'époque, ils ont dit bah écoute, à partir de maintenant, on a le droit de tirer sur une cible seulement si on a une identification visuelle. C'est-à-dire que ces fils de pute avaient créé un avion avec comme cahier des charges, on va intercepter des bombardiers à 200 km. Par contre, on va leur tirer dessus seulement si on confirme la cible visuellement. Donc, quand les ingénieurs se sont rendus compte à quel point l'armée était débile, ils se sont dit bah on va mettre une grosse caméra dans le nez pour éviter d'attendre d'être à côté pour lui tirer dessus. L'inconvénient c'est que ça pue la merde parce que la caméra elle pue la merde parce qu'à l'époque bah bon les caméras c'était pas ça. Honnêtement on va très peu utiliser cette caméra. En réalité très peu. Et la majorité du temps tu vas pas la bouger à la main, elle va être slavée directement au radar. Donc elle observera automatiquement ce que tu lock en radar et de toute façon elle voit tellement pas loin que si tu affrontes par exemple un MiG-31M, le truc va te tirer un missile à 4 fois la distance d'identification visuelle de la caméra. Ok. Ensuite, on a tout ce qui est ici, donc ça c'est les communications, les radios, le TACAN, l'ILS, l'ACL, l'ICS aussi, donc l'ILS, l'ICS, l'oxygène, et voilà. Et sur ce côté-là, on a la gestion des emports. Donc sélectionner quels emports on veut utiliser, si on veut jettison, les réservoirs, comment on configure nos bombes, quel fusil on met, qu'est-ce qu'on sélectionne comme armement, les modes de delivery, voilà. Et tu auras surtout ce qu'on appelle le gros bouton ici, qui sert à tirer les missiles, parce que voilà, le Rio tire les missiles, hein, les Fox 3 normalement. Tu peux régler le profil de recherche du Phoenix avec ça. Tu peux dire au Phoenix de partir directement en actif comme un vrai Fox 3 avec ça. Et ainsi de suite. Voilà pour la présentation rapide du Rio. Je vais faire une petite démonstration du radar avant de rentrer dans les détails, si bien sûr tu le souhaites. Et pour ça, je vais relancer la mission. Je le souhaite pas. Je le souhaite pas. Ce que je vais devoir... La première chose voilà, qu'on apprend quand on est Rio, c'est bah, MDR, comment ça fonctionne le radar. Et oui. Allez, on va se mettre avec ça. Voilà, on va passer à l'arrière. Et je vais quand même refaire... Bon, là, on va faire un truc rapide. Là, tu vois, je suis en TWS auto. Pour commencer, c'est de la merde. On va se mettre en pulse Doppler, c'est le plus simple. On va se mettre à 100. On va mettre un putain de gain d'enculé. Et on va mettre un filtre au minimum parce qu'on est une machine et qu'on sait filtrer les faux échos. Là, tu peux voir qu'on a un point. Attends, excuse-moi. On va se mettre sur 4 barres et sur, par contre, un plus grand code. Voilà. Donc là, tu vois qu'on a un point. Alors, si on veut le loquer, ce petit point, on sélectionne le radar, on prend notre petit manche, et on va chercher le petit truc là-haut, et on peut voir qu'il y en a un en bas. Et si tu as écouté ce que je t'ai dit il y a plusieurs jours, qu'est-ce que ça change d'en avoir un en haut, un en bas? Et bah c'est que celui-là, il s'approche, parce qu'il est vers le haut. Celui-là, il s'éloigne. Donc on va prendre celui qui se rapproche. Sachant que tu as un cône, normalement, je crois que tu as un cône de non-visibilité Oui, quand il il passe est au une centre. certaine. Mais c'est ça D'ailleurs, qu'on disait, c'était le MLC, c'est pour ça. ouais, attends, on verra ça plus tard, hein, là c'est la base. J'ai pas réussi à le loquer, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il réapparaisse. S'il réapparaît un jour, parce que là ils sont en slalom dans les montagnes, donc c'est bon... c'est pas glorieux, hein. Genre, il y a littéralement pas plus compliqué que ça. Bien Et joué. c'est là que... Bah non, mais écoute, c'est pour montrer que bon, le radar n'est pas omniscient aussi. C'est les règles du jeu. Ce qu'on peut faire, c'est que là, on se rend compte que il y a des connards qui se cachent. Tu peux essayer plusieurs trucs. Si on essaye la technique complexe, on enlève le filtre. Et on passe en pulse search. Là, Bah tu non, peux mais j'enlève. voir... Non. Et là, tu peux voir que là, t'as le terrain qui rebondit à ta vitesse.
Parce que C'est bah ça. voilà, le terrain ricoche, donc ça c'est tout le terrain. Et tu peux chercher, voir si t'as un point qui sort de l'ordinaire par rapport à ça. Là, pour l'instant, je dirais que non, je pense pas qu'il y a de points qui Moi, ce que sort. je fais, c'est que je mets le gain au max et que je mets l'erase aussi. Comme Non, ça, au moins, l'erase le il gain. filtre tout, tu risques de filtrer ton truc avec l'erase. Justement, je joue avec Ah, l'erase en fait. peut-être là? Non, trop large. Non, non, je descends le gain au max, pardon. C'est pour laisser le terrain, on s'en fout, et pour voir s'il n'y a pas un truc qui saute. On a un des deux. Voilà, parfait. Et là, tu le verras s'il y a quelque chose. Il y a ce truc là, ici. Mais je crois que c'est du terrain ça. Ouais, c'est du terrain. Dis-toi qu'avec cette méthode, Ryan, j'arrive à accrocher des bateaux sur l'eau. Oui, ça c'est facile. Bon, et là on se rend compte que ça ne marche pas, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en pulsation. Donc là, voilà, là par contre on a la distance, donc tout ce que tu vois c'est des sommets. Des collines, des sommets, et... Il n'a plus aucun filtre là, c'est l'entrée brute. Celui-là non, Oh non, sur la droite. celui-là là? Peut-être. Non, non, non. Je Sur la chambre. dirais... il se cache bien. Alors déjà on va réduire le calibre, et tu vas voir qu'on va avoir déjà un tout petit peu Ah, moins de points. ah non, ok, ok. Euh, Alors oui, par contre, en Pulse Search, c'est une vision de haut, comme sur F15 ou F18, hein. Règle, si je dis pas de conneries, là, regarde, c'est notre avion, il est tout en bas du DDD, et en Oui. face, on voit. Ah oui, oui, c'est comme sur un... C'est ça, en plus Ouais. search. Comme Là, un radar normal d'avion de chasse, quoi, vu d'au-dessus. bon, c'est pas grave. En attendant, hop, on va juste passer en TWS. Donc TWS, qu'est-ce que ça change? Quand t'es en pulsation ou en pulse Doppler, c'est toi qui cherches. Quand t'es en TWS, le radar, il fait tout seul. Il affiche les cibles tout seul. Là, en réalité, t'as le RWS et le TWS qui font ça. Le RWS, en fait, je ne comprends pas l'utilité qu'il a par rapport au TWS. Parce que le RWS, c'est comme le TWS, sauf qu'il peut pas loquer de cible pour le Phoenix. C'est exactement le même, mais il pue. Donc, bah, Pour voilà. la police du ciel. Donc, ouais, peut-être. Donc, nous, dans notre utilité, on sera tout le temps en TWS. Ce TWS, lui, va chercher les cibles tout seul. Et il va chercher à les afficher s'il en trouve. Si, par contre, t'enlèves le putain de filtre à la con, tout en bas, et que tu baisses l'antenne. Donc ça, t'as la vision sur la gauche, hein. De quoi? Ah, voilà, hop. Voilà, ah Non, là, c'est non, voilà. Data Link. Merde. C'est Data Link. Voilà, non, c'est pas Data Link, c'est que là, tu vois, là, le Ah oui. TWS, j'ai enlevé le filtre, et là, l'ordinateur, il a tout ce qu'il reçoit à cause du terrain, il considère que c'est un contact ennemi. Ou un contact, enfin, pas un contact ennemi, un contact. C'est pour ça que là, il est en train de bégayer, il fait... Ouais. Donc tu peux voir que c'est pour ça que quand tu es en recherche dans un environnement avec énormément de traitements à faire, il faut que ce soit toi en tant qu'humain qui le fasse. Le Sauf que TWS, tu fais ça soit en mettant le filtre, et comme ça il prend les trucs les plus évidents, et ça suffit largement, hein. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème. D'ailleurs il a loqué un truc là. Non, non il a pas loqué. On va réinitialiser parce que là l'antenne s'est tournée toute seule, hop hop, voilà. ce que tu vois là, c'est tout simplement le principe d'un fonctionnement d'un radar air-mer. Et le Mirage, s'il était fini complètement, il pourrait le faire ça aussi. La reconnaissance de la patrouille maritime. Ok. C'est comme ça qu'ils faisaient pour intercepter les missiles anti-navires des TU-22 russes. Enfin, théoriquement, c'est comme ça qu'ils auraient dû faire. Euh... Je vais... Quelle idée de merde aussi, les foutre dans les montagnes. Non mais il faut voir l'impact du terrain sur le radar, c'est important si tu veux comprendre le reste. Après ça va. C'est pas compliqué de comprendre comment ça fonctionne un radar sur du terrain. J'en ai passé 20 heures complexe. Voilà, on va tourner. Faut que j'allume mon Ouais, c'est good. On aura rapidement le pote de suivi de terrain sur F16. Le TALD. Hmm. Ah, le TALD. Il est génial le TALD.
On va partir jusque... On a une formation là-bas de 14 ans, on va aller jusque... 80, allez cap 80. Si seulement ils pouvaient améliorer le mesh des montagnes, quoi. Il faut mettre des modes pour ça. Y'a des mods qui améliorent ça? Bien sûr, mais le problème c'est ta vérification d'intégrité ensuite. Ah putain, elle fonctionne plus. Ouais. Sinon, je peux trouver. J'ai des très bons modes que j'avais testé sur ça. Les montagnes sont incroyables, les terrains aussi d'ailleurs. Mais le problème c'est justement c'est la vérification d'intégrité. Hop là. Elle est déjà Alors, accrochée. on se passe en TWS. Et TWS c'est à 0-0. Qu'est-ce qu'il a fait Jester? Jester, Elle espèce a- d'enculé, qu'est-ce que t'as fait avec l'antenne? On va la Ah, remonter. il a descendu à -45, c'est tout, il faut la remonter. Ouais. Voilà. Là, tu peux voir, voilà. Là, le TWS, il a chopé des contacts et il les affiche. Si tu veux changer l'affichage, donc là, attends, on va faire pause. On va lire cette image, parce que ça, c'est très important. Sur ça, tu vois plusieurs choses. Tout en haut, déjà, tu vois les coordonnées de ton avion. Latitude, latitude, longitude. Hmm. Latitude, longitude. Attends. Latitude, c'est la... Putain, c'est nord-sud. Non, c'est est, Ah, donc ouest, c'est ouest. longitude, latitude, voilà. À gauche, tu as la valeur d'élévation de ton radar, donc l'angle. Là, tu peux voir qu'il est à -1 degré, point 9. Et du coup, ça veut dire que à ton calibre au bout, donc à 100 nautiques, t'es capable de voir entre 0 et 36. Donc entre on gèle 0 et 36. Si on réduit, je suis en pause, pardon. Si on réduit à 50, tu peux voir seulement entre 0 et 29. C'est normal, vu que t'es plus près, bah le cône est moins grand. Oui, Jusque ouais, d'accord. là, c'est pas trop compliqué à comprendre. Je remonte un tout petit peu l'antenne. Ah, le TWS veut pas. Ah, il a pris la main. Ouais, il est en auto, il a pris la main. Je peux pas le faire. Ok, parfait. Alors, comment on peut voir cette image? Comment on l'interprète? Donc déjà, t'as le code de détection du TWS. Donc là, il regarde seulement entre les deux, voilà, les sortes de deux traits que t'as ici. Chaque trait plein ou chaque trait vide représente 20 nautiques. Ou chaque trait vide... Oula, je m'entends double. Qui c'est qui a allumé mon C'est bon, stream? c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire que là, par exemple, à Ryan, à quelle distance est le premier avion? Il est à... 40. Voilà, putain, Ryan, t'es un Rionnais, hein, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, C'est non. insane, hein, c'est insane. Euh, Tu as, comme tu peux le voir, plusieurs choses. T'as le fait que c'est une sorte de demi-carré au-dessus. Ouais. Alors, ça, il n'y a pas de miracle, la symbologie, il faut la lire dans le manuel, il faut la connaître. Ça veut dire que c'est un contact unknown, donc non identifié. Et vu que c'est vers le haut, c'est-à-dire que c'est ton radar. Si c'était vers le bas, c'est-à-dire que ce serait le data link qui te dit il y a un avion à cet endroit-là. Si tu éclaires un avion éclairé par le data link, normalement, tu auras donc deux symboles. Tu auras le symbole du dessus qui est ton radar et celui du dessous qui est le data link. Parce que bah voilà, tu as les informations des deux sur la même cible. Et c'est là, à cet instant précis, que tu vas comprendre pourquoi on dit qu'il faut jamais péter la putain de centrale du 14. Parce que plus tu tires des jets dans le 14, plus la centrale se désaligne. Si la centrale se désaligne, ça veut dire que les données qu'on va envoyer à la WAX, donc il va avoir un contact là, il va dire bah voici l'avion que je vois, il est dans cette direction par rapport à moi, voici mes coordonnées, donc il y a un avion là. Et le datalink va répondre ok bah moi je vois un avion à côté. Et bah ça c'est ce qui va arriver si ta centrale elle est baisée parce que t'as eu un drift trop important et que du coup et ben tu ne peux pas savoir si c'est le même contact que vous observez ou s'il y en a deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça veut dire que c'est pour ça que quand le Rio il pète un câble parce que t'as pété la centrale, c'est parce que bah pour traiter les données, bah tu vois tout en double. Et c'est très chiant parce que du coup il y a un risque non nul de passer à côté le fait qu'au lieu d'avoir un contact qui est dédoublé, en réalité il y en avait deux, et c'est juste que toi t'en voyais un que la WAX ne voyait pas. Ça peut arriver notamment si t'as des vols en formation Razmot, ou dans les montagnes. Parce qu'avec les angles, ça saute, et là la WAX va dire bah il y a un MiG-29, toi tu vas dire bah je vois un MiG-29, tu vas dire que c'est le même, mais en fait non, il y en avait deux. Et bah du coup ça peut être très très grave. C'est pour ça qu'il faut être le plus tendre possible avec la centrale, parce que sinon c'est la merde. Surtout avec 3-4 F14, t'as pas besoin d'AWACS. Bah écoute, Du coup, tu changes les données.
écoute, hein, Ouais, voilà. peut-être. Voilà. Ensuite, t'as un petit numéro à côté. 1, 2, 1. Ça, c'est le code de l'altitude. À gauche. À gauche, c'est le code de l'altitude. En F14, ça fonctionne comme suit. Si la cible est entre... donc, c'est par rapport au niveau de la mer. Enfin... Ouais. S'il est entre Angel 0 et Angel 5, t'afficheras 0. Si ce que t'as spoté, il est entre Angel 5 et Angel 15, il va t'afficher 1. S'il est entre Angel 15 et Angel 25, il va t'afficher 2. Angel 25, Angel 35, 3, ainsi de suite. Donc, c'est pas très précis, à la vue comme ça, mais c'est une idée très approximative d'à peu près la latitude où il est. Pour avoir plus de détails, il faut le sélectionner. Et pour le sélectionner, on va faire comme ça. On va faire... Attends, je la pause. Voilà, je sélectionnais TID. Je vais sélectionner ce petit enfant ici, et on peut voir qu'il a Angel 16.4, enfin même 16.5 presque, à une distance de 36 nautiques 7. Voilà. Ok. On regarde. Le Euh, MC, c'est le Mac, c'est ça, non? de quoi? MC, c'est le Mac. Il a Mac 043. Je crois... Ah putain, attends, ça Ah dépend. non, 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 La non, non, je dis grid, pas. c'est pas en Non, 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 rapport avec la non, nav grid, parce que je sais c'est que la pas nav grid, elle utilise ce genre de code. c'est pas ça, c'est pas ça. Magnétique compas, c'est son azimut. Bah, de toute façon, on peut regarder rapidement, hein. Ça, il va où? C'est son azimut à la cible. Hein. C'est edging, c'est ça, t'as raison, c'est son cap. Donc il va cap 0,43, donc il va vers la gauche. Ah non, attends. Ah non, il est en cold, il s'éloigne. Ah, ça c'est un cas intéressant alors, si c'est bien ça. Tu vas voir pourquoi c'est un cas intéressant. Ah, ça c'est parfait. Pourquoi c'est un cas intéressant? Comme tu peux le voir, t'as un trait en dessous qui représente le vecteur vitesse. Ouais. Sauf que l'F14, voilà le traitement de données, ça pue la merde. Et en fait, eh ben, c'est la valeur absolue du vecteur vitesse. Enfin, c'est une sorte de valeur absolue. Ce qui fait que si tu as envie de savoir quel est son réel vecteur vitesse, il faut passer en stabilisation sol. Hop, attends, voilà. Tu vois qui c'est là? Voilà. Et là, tu vois que quand tu passes en stabilisation sol, ça veut dire que l'affichage des données passe par rapport à un point fixe du sol, non pas par rapport à ton avion. Et là, tu as accès au véritable vecteur vitesse et tu peux voir qu'en fait, les avions en face, ils sont pas du tout en train de venir vers nous, ils sont en train de s'éloigner. Ce qui fait que la règle numéro 1 dans F14, c'est que il faut pas faire confiance au vecteur vitesse que tu vois. Il faut tout le temps vérifier avec la stabilisation sol pour être sûr. Et là, bah ils s'éloignent un peu vers la gauche. Voilà. Là, tu peux voir la différence complète. C'est voilà, c'est l'électronique de l'époque, hein. Ok. En sol, t'as un rappel de ton vecteur à toi. La distance entre les deux, elle est pas Alors, par ton compte. de quoi, Ryan? Quand t'es en mode sol, t'as un rappel de ton vecteur, je suppose, et l'angle de radar. euh... Alors, là t'es en mode sol, tu peux voir que ton avion il est au centre, c'est donc le cercle avec une croix. Ouais. Ton vecteur vitesse, bah généralement c'est le milieu de ton cône, hein, parce que ton radar il bouge pas si ton avion est intact, j'ai envie de dire. Donc après t'as quand même le trait au milieu. Là tu peux voir qu'il est légèrement désaxé parce que si j'enlève la pause et que je regarde, ouais là tu vois bien que le TWS il regarde pas droit devant lui, il a déplacé le lobe principal de détection sur la gauche. Ouais. Mais donc c'est pour ça que j'ai à peu près, mais sinon là tu vois là t'as ce trait là qui est ton vecteur vitesse. Donc là tu vois que tu vas vers la droite. Euh... Le chiffre sur la droite, Celui-là là? 703. 703, 703, 703. Oui, eh ben. Bah, explique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais pas te mentir. 703, je crois que ce sont. Pas avec 446 comme ici. Il me semble que c'est les chiffres de l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur utilise des codes. Non. Je sais plus si Faut ça pas s'applique faire au ça. 703, mais je sais qu'il y a une valeur où l'ordinateur utilise des codes pour rien en gros. En fait, il affiche des numéros pour des états, j'ai envie de dire, de l'ordinateur, mais tu sais pas à quoi ça correspond. Mais je sais pas si ça s'applique au 703 du coup ici. Je vais te dire pourquoi. Vas-y, une pause et je vais te dire ce que c'est à 703. Une C'est barre, pas le deux niveau des barres, barres? trois barres, quatre barres, 5 barres, 6 barres, 7 barres. Ouais, moi Voilà. je. Ouais, alors celui-là, ok, ouais, ça c'est pour les barres. Par contre, autant il est sur. Bah non, bah non, bah non. C'est pas comme ça alors. Enfin, c'est lié aux barres.
Mais dans ce cas-là, ça utilise un autre système parce que là, je suis sur 4 barres. Et là, il est entre 0 et 851, je crois. Ah, mais en fait, si tu veux, comment 761. t'expliquer? Ton radar, quoi que où tu le mettes au niveau des barres, d'accord? Il va quand même bouger jusqu'à ces 7 barres. Il en a, Mais les il en a par 8, exemple, la haute de oui, G9. 8 barres, pardon. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que, enfin, je crois, hein, faudrait que je relise de ma vue, mais normalement, en gros, si tu mets que 4 barres, il va scanner que sur 4 barres, mais il va quand même finir son cycle à 8 barres. Oui, Comme si oui, c'était il va sauter normalement. Après, bon, là, il a pas l'air de le sauter, mais. Bon, bref. il y a pas Ça, 8 du coup, barres. oui, c'est le niveau des barres, mais tu peux aussi le voir là, ici. Là, tu vois, t'as le RDR qui. Voilà, là, il t'indique où sont les barres. Et ça prend en compte l'élévation. C'est pour ça que là, il est pas centré sur 0. Parce qu'il regarde vers le bas. Il regarde avec 3 degrés vers le bas. C'est pour ça que il est Mmh. en bas. Du coup, et donc, moi, le code dégueulasse qui sert à rien, c'était le 444. Voilà, ça. J'aimerais bien en savoir plus. Peut-être qu'ils l'ont peut-être rajouté dans le manuel, je regarderai. Mais je sais que l'ordinateur, voilà, il met des codes pour te dire, bah, mise à jour Windows effectuée, code 301. Voilà. C'est pas les codes pour Et. Datalink, peut-être? De quoi? C'est pas les codes pour Datalink, hein? Ah non, pas du tout. Le datalink, le code du datalink, tu utilises ça là en fait. Non, non, c'est. Voilà, Ah, mais c'est des états du système. C'est un essaie de code. modifier un peu les valeurs de ton radar là pour voir si ça bouge. Ouais. Dans ton cône ou Bah, vu que c'est un état du système, ça va même sûrement bouger en fait. Mais je sais pas si ça dit quelque chose. hop, là je passe en plus de pleurs. Peut-être un code de statut, ouais. Non, ils s'en foutent, regarde. Attends, merde. Il faut que je prenne le contrôle du radar, voilà. Non, non. Là, ils s'en bat les couilles, OK. c'est. Voilà. Là, il a fait une mise à jour, il est content, il te met 444. Voilà, c'est. J'espère que ça te met bien, Rayad. Tu peux revenir sur cette histoire de barre du radar? Ouais, dis-moi. Eh bien, qu'est-ce qu'une barre? Ah OK. Ah! Alors, question sérieuse, hein, c'est pas pour foutre Voilà. ta gueule, t'as fait des cours de radar ou pas en école d'ingé, pas du tout? Bah, j'ai survolé le traitement et signal, mais pas de radar, non. Alors, en fait, imagine une grille. Imagine ton radar, c'est. Non, c'est pas vraiment une grille. Allez, mesdames et messieurs, en exclusivité, nous allons partir sur Paint. Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est le Je mieux. pense que c'est mieux parce que sinon, ça va être la merde. Donc, ça, je mets ça là. Paint, et il faudrait que je lance mon stream sur Discord aussi. Non, mais c'est bon, je regarde sur ton stream, de CS. Mais c'est au cas où, voilà, écoute. Voilà. Alors, comment ça a. Quelle gueule ça a un radar, en gros? Hop, on va couper ça en deux. Vue de profil, t'as différents blocs, qui sont les blocs de traitement, avec l'électronique de proximité, le traitement de signal, etc. Et t'as, en gros, on va faire une analogie, t'as l'antenne, directement, qui est plaquée dessus. L'antenne, hop, imaginons que c'est un bloc, bon en réalité c'est de forme circulaire, hein, mais on s'en fout. L'antenne, ça va être un système comme ça. Donc tu auras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'impulsion radar va parcourir. Alors, je sais plus si c'est une combinaison linéaire ou si c'est vraiment la barre, mais pour l'analogie, vu que c'est simple, on va dire que c'est localisé, que c'est pas une impulsion qui est étalée sur les différentes barres. On va dire que tu vois le curseur là, c'est bon? Oui. En fait, ce qu'il fait, c'est que ton radar, il parcourt rapidement, il fait le circuit en fait. Il parcourt tes barres. Et en fait, à chaque barre est assimilé un niveau d'élévation. Enfin, ouais, en gros, si c'est ça, un niveau d'élévation. Degré, un degré. Un Oui, degré de enfin, un cône. degré. En gros, ça, imagine t'as un cône qui fait ça. Voilà, et que tu projettes, et bah tu peux découper. En gros, chaque barre responsable, c'est d'un morceau de ton cône. Bon, là, je n'ai pas 8, mais tu vois l'idée? Ok. Ce qui fait que plus tu réduis le nombre de barres, plus le cône, il s'amincit. Et là, tu vas me dire, bah, Aigle 2, quel est l'intérêt du coup de ne pas utiliser tout le temps le nombre Ah! maximum de barres? Ah, ah, ah. Et ben, je vais te répondre. C'est parce que La fréquence. là, c'est le temps de trajet, exactement. C'est que si tu scannes en complet, et ben, imagine que tu as un contact qui monte au-dessus d'une montagne,
et ben le temps que l'impulsion revienne sur la barre correspondante, il se passera plus de temps. Ce qui fait que, en règle générale, quand on est parfait, dans des conditions parfaites, que t'es ultra appliqué, concentré, quand t'es en recherche, t'as l'angle le plus grand avec le nombre de barres le plus grand. Donc comme ça, t'as ton cône le plus large et le plus haut. Et plus tu affines la recherche, plus tu réduis la largeur du cône radar et la hauteur du cône radar, donc le nombre de barres. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec 2 barres, donc les 2 barres centrales. Tu te retrouves avec 2 barres sur un cône ultra fin. C'est-à-dire que là, tu vas focaliser ton truc radar. Bon, ça aide aussi parce que du coup, il me semble, à vérifier, si je me souviens bien de mes cours que j'ai eu en école d'ingé, que du coup, le lobe est plus grand, c'est-à-dire que l'impulsion est plus concentrée. Donc, t'envoies plus d'énergie, donc plus grande résolution, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment la résolution, mais Bah, c'est la bref. même énergie dispersée sur une surface moins grande, oui. Ouais, voilà, enfin le flux est plus grand en fait. Voilà, le flux est plus grand. Alors attends, c'est pas le flux, vu que c'est un flux par angle solide, c'est là. C'est pas la radiance. Ah, c'est peut-être la radiance. Bon, en gros, c'est des flux par SR-1. Enfin, flux fois SR-1, l'unité. Hmm. Donc, watt. Non, pardon, watt fois SR-1. Et donc, ça, c'est quand t'es en mode focalisé pour traquer ta cible. Par contre, tu pourras pas rechercher les trucs à côté. Mais par Oui, t'es contre, aveugle. genre, tu as tellement une fréquence d'enculé que, genre, tu auras une fréquence de rafraîchissement du signal beaucoup plus rapide. Et donc beaucoup plus précise. Et t'as moins de chances de le perdre. Et donc, voilà comment ça fonctionne, on va dire, grossièrement, un radar au niveau de la largeur du cône et de la hauteur. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les barres. Et d'ailleurs, bon, si je voulais être très précis aussi, c'est un détail, vu que tu peux changer le numéro de barre, en réalité, tu as des sortes de petits courts-circuits là entre les barres qui permettent au signal de chanter certaines. Mais voilà, ça c'est du détail d'ingénierie, c'est pas la question. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu as d'autres questions à propos du radar? Non, ça aide beaucoup. Je réfléchis voir s'il y a d'autres trucs importants au niveau du radar qu'il faut que... Tu peux montrer le bouton de sélection des barres? Pardon? Le bouton de sélection des barres? Ok. Ici, c'est là, c'est élévation barre. Donc là, Ok. donc t'as une, deux, 4, 8. Ah, lui, t'as une, deux, 4, 8, ok. Tu peux aller sur une barre. Et donc la largeur du cône, c'est azimut scan, plus 10 degrés, moins 10 degrés, plus 20, moins 20, plus 40, moins 40, plus 65, plus 65. Généralement, en règle générale, c'est une préférence personnelle. Quand je suis en mission normale, généralement, je vais tout le temps me mettre à 4 barres et 45 degrés. Pour moi, c'est un bon compromis entre le scan et la précision. Après, si je voulais vraiment être tryharder le truc, comme je t'ai dit, plus on se rapproche de la cible, plus je micro-gère ça. Mais personnellement, ça me fait un peu stresser parce que je préfère avoir les données externes. On va dire externes à la zone de focalisation. Ok. Je réfléchis d'un point de vue Doppler. mécanique. L'effet Doppler, tu connais? Oui, toi tu connais, je pense. Ouais. Donc le fait que... Hop, nouvelle page. Donc le fait que si tu regardes vers le bas, qu'il y a une montagne, donc c'est ton avion, voilà. Tu regardes vers le bas et que t'as un truc qui a une vitesse relative, donc ça on va prendre ça. Je connais ce symbole. Bah du coup, la vitesse relative, vu que c'est la même que le terrain, le Doppler il va pas comprendre, donc c'est pour ça que ça notch. Ça c'est bon. Oui. Ok. Je pense que niveau radar, je réfléchis, est-ce qu'il a des spécificités le radar du 14 importantes? Je ne pense pas. Je pense que tout est dit au niveau du radar. Alors ouais, peut-être aussi si, au niveau des modes radar, le un ordre d'idée pour te dire à peu près dans quelles circonstances on utilise les modes radar. En gros, tu as ces 3 modes radar, donc pulsation, Doppler et TWS. Pulsation, généralement, c'est jusqu'à, pour être à peu près Bon. précis, bonsoir, Soir. bonsoir C'est Diazor. ça, Flora. Donc le pulsation c'est jusqu'à 20 nautiques. Au-delà, ça c'est chaud. Au-delà, tu vas utiliser le Doppler. Donc le Doppler, comme j'avais abordé un peu tout à l'heure.
Par rapport aux pulsations, le Doppler n'a aucun avantage, à part le fait qu'il fonctionne à plus grande distance, genre beaucoup plus grande. Avec un Doppler, tu peux, j'ai déjà fait avec Jazor, tu peux loquer des AWACS à 200 nautiques. Donc le Doppler voit très loin, mais il est beaucoup moins précis que la pulsation. Mais aussi, le problème c'est que la pulsation, bah il y a le terrain qui joue, donc c'est pour ça que la pulsation c'est très précis, mais trop. Le TWS, donc c'est Track While Scan. T'as deux modes, t'as automatique et manuel. Le TWS, il va suivre, il va en gros semi-hardlocker toutes les cibles en face de lui. Toutes. Si t'es en automatique, il va dégager tous les alliés. De base, marqués par le datalink. Et aussi ceux que tu marques. Donc ça aide. Par contre, il va loquer les contacts inconnus et hostiles. Il va tout seul déterminer dans quel ordre il faut leur tirer dessus. Et donc il va afficher un numéro. D'ailleurs, je vais enlever la pause, je vais te le montrer parce que là, ce sera plus simple si je te montre en même temps. Pour ça, on met le date machin. On passe sur. J'ai pas pris de Phoenix, bordel de pute. Excuse-moi. C'est parce que j'ai pas le bon avion. C'est. Dans mon test, c'est celui-là que je dois prendre. Il a les Phoenix. C'est ça. On va prendre celui-là. J'aurais peut-être dû les écarter les avions. Là, ils vont être concentrés, ça va être illisible. TWS. Voilà. Voilà, Master Arm, R c'est good, on monte et on prend le Sparrow, voilà. Donc là, tu peux voir, on va allumer le TWS. Il va commencer à scanner. Alors ça, c'est un nouveau sigle, il faudrait que je regarde dans la symbologie ce que ça veut dire. Donc là, on a 4 autres avions en fait, ils sont en ligne en face qui vont arriver. On va peut-être monter les gains, réduire le filtrage. Ah, ils sont là, j'avais pas vu, ils sont là. Donc là, tu vois, le TWS, il a trouvé 4 trucs. Donc, vu comme toujours, dès que t'as un contact, il est marqué comme inconnu. C'est à toi ensuite, à la main, de les marquer comme hostile ou machin. Ok. Là, tu peux voir, donc si tu te souviens, t'as... Attends, je vais enlever la pause. Et on va les sélectionner à la main. T'as celui-là, par exemple, si tu sélectionnes, t'as un numéro 1 à gauche et le numéro 4. Lui, il y a numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 1, numéro 3, numéro 3. Donc si tu te souviens, ça c'est parce que t'as à gauche l'altitude. Donc 3 ça veut dire qu'il est entre 25 000 et 35 000. 1 ça veut dire qu'il est entre, entre 5 000 et 15 000. Et tu peux voir que t'as un ordre de tir. Donc tu cherches, lui c'est le premier, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième, lui c'est le quatrième. Là ils se mettent à clignoter, ça veut dire que tu peux commencer à tirer si tu veux les phoenix. Et vu qu'il est en automatique, c'est ça l'avantage, c'est qu'en gros donc il t'a trié les cibles directement par ordre de tir et il te les en gros il te fâche le travail. T'as plus qu'à tirer à chaque fois pour rester de mon enquête sous 3 ou 4 secondes. Même si en réalité le TWS, là cette distance, on est à quoi? On est à 20, 30, 60, 70, ouais, je dirais même 4, 75 à peu près. On est à combien là? Et on est à... Ah, il me donne pas la distance? Non. Ah si. Bearing. Ah, faut attendre parce que ça clignote en fait, c'est un peu chiant. 66, ok. Bon, c'est un peu loin. Le TWS au-dessus de 50, ça sert à rien. Et généralement, à partir de 30 nautiques, tu as des bonnes chances de toucher. Le Phoenix, en théorie, est capable de tirer loin, mais comme toujours, quand tu tires sur des chasseurs, faut tirer beaucoup plus près parce qu'il manœuvre trop bien. Et le Phoenix a des capacités de décrochage à cause des chaffes qui sont juste insane. Imagine, on se dit putain merde, on a un allié dans le tas. Et bah l'ordinateur il a pas, tu sais genre toi tu sais que ça c'est un allié, l'ordinateur il veut lui tirer dessus, ou alors t'as une cible, bah t'as pas envie de lui tirer dessus parce que tu sais qu'elle est déjà traitée et qu'elle va te gâcher un phoenix. Bah c'est simple, tu vas sur le 2 machin, tu vas sur le SAP, target data, tu sélectionnes une cible, donc là on va dire celle-là, elle est sélectionnée, et tu la passes comme allié. Et là hop, donc il passe en demi-cercle, donc demi-cercle c'est dire allié, et l'ordinateur a refait toute la séquence de tir. Donc là il va tirer sur le premier, le deuxième, le troisième, et là ah bah on a encore un allié, zut. On le prend, voilà, on le prend, et hop, on le met en ami.
Et voilà, il n'y a plus que les 2 autres qui clignotent encore. Il faut savoir que... bon, je le fais très rarement parce que je suis un gros branleur. Mais en théorie, si t'es quelqu'un d'altruiste, faudrait le faire. C'est que quand t'es sûr que ce qui reste c'est de l'hostile, il faut que tu le marques comme hostile. Pour toi, ça change rien parce que tu sais que c'est hostile. Mais par contre, vu que ça se transmet sur le data link, c'est-à-dire que les autres avions sauront à coup sûr que c'est hostile. Donc c'est au niveau on va dire de l'opération générale, c'est mieux de trier les cibles. Là, tu vois qu'il y en a un qui a disparu derrière une montagne, parce que voilà, c'est le Caucase, MDR. Le TWS manuel, ben c'est en manuel. Donc on imagine ça c'est un... On va se tromper, ça c'est un hostile. J'ai envie de tirer dessus. Évidemment, ils sont trop près, faudrait que je recommence. Lui peut-être. Bon, en manuel, bah c'est juste que bah la séquence de tir, c'est toi qui l'as fait à la main, et ainsi de suite en fait. Tu peux aussi mettre des indicateurs par contre au passage, comme sur Datalink, genre là, Mandatory Attack. Je lui rajoute un symbole. Ce symbole là ça veut dire c'est une cible prioritaire et ça c'est comme si tu criais en gros Broken Arrow mais dans le ciel en fait. Donc tous les avions dans le coin doivent lui tomber dessus. Ok. T'as différents codes aussi, t'as Do Not Attack, c'est genre en mode c'est le mien donc vous dégagez ou enfin si t'as envie de leur transmettre Do Not Attack. Et d'autres trucs, voilà, t'as différents... alors, multiple target, ça peut être intéressant. Si t'as genre 4 avions qui sont empilés les uns sur les autres, et que t'es sûr qu'en fait il y en a plusieurs, du coup en fait c'est un symbole qui transmet aux autres en mode bah les gars, à cet endroit là, il y a un contact, mais je pense qu'il y en a genre plusieurs. Ok. Donc ça c'est le TWS. Le TWS en ce moment a un peu de mal, depuis quelques semaines, quelques mois. Enfin surtout le Phoenix. Donc faut faire beaucoup plus attention. On va dire que si t'as envie de maximiser les chances que le Phoenix touche, vaut mieux tirer au pulse Doppler. Ah oui, il faut que j'explique ça. Le Phoenix. Le Phoenix. Le Phoenix c'est un Fox 3. Mais c'est pas un Fox 3. C'est pas un Fox 1 non plus. C'est une sorte de mélange bâtard. En gros, le Phoenix, il va... Quand tu vas tirer en TWS, il va passer actif 6 oh, allez, à peu près 16 secondes avant l'impact. En réalité, ça se calcule non pas par rapport au temps avant l'impact, ça se calcule par rapport à la distance. Mais en gros, vu la vitesse du Phoenix en terminale, généralement, une dizaine de secondes avant l'impact, le Phoenix, pouf, il passe actif. C'est-à-dire que sur toute la phase de guidage, c'est ton radar qui guide en TWS. C'est pour ça que ça s'appelle Track While Scan. C'est-à-dire que tu scannes encore, mais t'es quand même en track, donc t'arrives à transmettre tes données de tir à tes missiles. Sur la liaison avion-missile, donc sur la lame. Ok. Quand t'es en plus Doppler, et que tu tires ton Phoenix, c'est simple, ton Phoenix c'est un Fox 1. En gros, bah il va partir, c'est ton radar qui va le guider, comme en TWS. Par contre, si le mec en face casse le lock, contrairement à un Amram, le Phoenix ne part pas actif. Le Phoenix s'éteint. Il est mort, il est perdu. Parce que, nique ta mère. Parce que voilà, les ingénieurs, c'est des gros connards de merde. Ils se sont dit c'était pas une bonne idée de le passer actif si le... Mais non, mais non. Du coup, bah voilà, le Phoenix est perdu, un demi-million à la poubelle. Voilà. En pulsation, bah tu guides pas un Phoenix, voilà, en pulsation tu tires pas un Phoenix, parce que le Phoenix n'est pas capable de gérer la pulsation, et vu la gueule de son radar, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc pulsation, de toute façon généralement quand tu sais la pulsation, c'est que t'as porté, t'es en dessous de 20 nautiques, en dessous de 20 nautiques tu tires au Sparrow, hein, tu tires pas au Phoenix, ou alors tu tires ton Phoenix en Fox 3. Ça j'y reviendrai après. En TWS, il y a un truc important à prendre en compte, c'est que, tu l'as vu tout à l'heure, j'avais les 4 cibles qui étaient lockées, mais c'était pas hardlock. Je t'ai dit, c'était une sorte de semi-hardlock. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que si tu tires sur une cible et que tu l'as pas hardlock, le mec en face n'a pas d'alerte que le missile arrive avant que le Phoenix passe en actif 10 secondes avant l'impact. Ok. Et c'est pour ça que le TWS est ultra efficace d'un point de vue psychologique. Parce que d'un point de vue plus Doppler, ok, tu peux tirer plus loin avec ton Phoenix. Ok, il sera quelque part plus précis parce qu'il y a peu de risques. Enfin, ton radar est plus puissant que le Phoenix, donc ton radar va pouvoir maintenir un lock plus facilement. Par contre, il aura l'alerte du départ missile dès que tu tires. Donc s'il a 50 nautiques, le mec qui fait demi-tour, il plonge, bon bah... tu vois.
Généralement, les gens connaissent le F14, dès que tu te fais hardlock par un F14 et que t'es en F18, tu te plonges, hein, tu restes pas en mode Airbus, c'est la mort assurée. Donc ça, c'est des questions stratégiques, mais c'est important de le savoir pour savoir quel mode utiliser à quel moment. Il y a un dernier tricks que tu peux faire, c'est quand t'es en mode ACM ou c'est quand tu veux tirer ton missile en mode Fox 3. Ça, c'est si t'as envie de tirer ton missile à 10 nautiques, donc la cible est à 10 nautiques en face. T'as envie de tirer ton Phoenix en mode Fox 3. T'as deux options, soit t'as le pilote qui passe en ACM et qui le tire. Donc ACM, c'est, bah, tu sais ce que c'est, je crois. Air Combat Mode. Ouais, Air Combat Mode, donc c'est le rapproché. Soit tu passes ça en bas sur FH Act, donc Phoenix actif. Ça passe tes Phoenix en actif dès qu'ils quittent le rail. Ça marche plutôt bien. Le Phoenix va vide. Il tourne pas aussi bien, mais bon, ça marche bien. Par contre, bah voilà, hein, c'est portée 10 nautiques. Hein, c'est, bon, à la limite, tu peux le tenter à 15, tu vois. Mais au-delà, Ouais. c'est compliqué. C'est surtout, alors tu vois pas, un Sparrow sera plus maniable, donc sera mieux parce qu'en fait à cette distance, si un avion fait des manœuvres à forger, le Phoenix n'est pas capable de tirer plus de 18 G. C'est pas beaucoup pour un missile. Du coup, le Phoenix tourne mal. Donc c'est surtout plutôt si t'as pas envie de tirer et de faire demi-tour derrière pour t'enfuir, ça force le mec en face à se taper un missile en Fox 3 et toi ça te permet de faire demi-tour et de te barrer parce que autrement, tu pourrais pas. Parce que si tu tires un Sparrow, tu fais demi-tour, tu casses le lock. Si tu tires un Phoenix, non pas en Fox 3, mais en Fox 5, tu fais demi-tour, tu perds le lock. Ok. Donc, en gros, voilà pour la relation entre le Phoenix et le radar. Faut savoir que le Phoenix et le radar sont vraiment très intriqués l'un l'autre. C'est pas, c'est comme s'ils avaient été développés l'un pour l'autre en fait. Donc, ils sont vraiment très imbriqués dans leur Le grand frère fonctionnement. à la petite sœur. D'accord? C'est le grand frère à la petite sœur. En gros, ouais, en gros, voilà. Quelques petits détails par-ci par-là. Les flares. Bon, là, t'as le nombre de flares. Honnêtement, faut que je le regarde parce que ce nombre, en fait, ça toi de le régler à la main, tu vois, parce que c'est les vieux avions à la con. Et honnêtement, j'arrive jamais à trouver le bon compte. Je sais pas comment je me démerde. Est-ce que le truc il bug? J'en sais rien. Est-ce que la composition des chaffs et des flares au début est pas la bonne? En gros, ces valeurs-là sont pas fiables, sauf si, enfin, il faut que je trouve, faudrait que je fasse des tests que je compte pour savoir exactement combien on a de chaffs et de flares. Parce que c'est un bordel. Sur le F14, c'est un bordel parce qu'en fait, t'as les chaffs normaux qui sont, merde. Donc t'as les chaffs normaux qui sont là, tu vois. Tu vois la grille. Ouais. Yes. Mais parce que c'est un F14, bah nique ta mère, t'en as aussi genre là, derrière là-bas, derrière les missiles. T'en as dans les nacelles de missiles. Donc les nacelles de missiles tirent des putains de merde. Et je crois que t'en as d'autres qui sont... Genre c'est pas symétrique en plus, il me semble. Ah, je sais plus. Attends. Non, c'est la tasse. Ah, je sais plus. Bon, bref, en fait, c'est de la merde. En gros, t'as plusieurs lanceurs de chaff et de flair qui sont différents les uns des autres, ce qui fait qu'ils s'additionnent pas de la même manière en fonction de ta configuration, c'est un bordel. Donc il va falloir que je fasse des tests un jour pour rendre ça plus, on va dire, serein. Sinon, t'as différents modes, multiples, normal, auto, manuel, machin. Généralement, je le mets en... Alors, si tu le mets en auto ici, là, si tu zoomes d'ailleurs, c'est pas auto. C'est marqué auto, entre parenthèses, chaff, slash manuel. Ça veut dire que là, pour les chaffs, c'est automatique. En gros, il va tirer des chaffs tout seul si le RWR lui demande. Donc le RWR va demander de larguer des chaffs au DECM. Pardon, au lanceur de flares, de chaff. Et les flares, c'est encore à la main. Ok. Flare mode, multiple normal et off en bas. Enfin, alors, non, pardon, t'as pilote si tu veux que ce soit le pilote qui le fasse. Normal si tu veux que ce soit toi. Multiple si tu veux que en appuyant sur un bouton il te largue des séries. Personnellement, je le mets en normal, je préfère le faire en coup par coup. C'est des préférences. Ça pareil, est-ce que tu veux que le RWR largue des chefs? En vrai, je commence à me poser la question. Je pense que je vais aussi le faire en manuel parce que des fois il largue des chefs et des moments où je veux pas et je préfère les économiser pour les faire dans des manœuvres. Donc ça, c'est Ok. clairement en fonction de tes préférences et de tes tactiques. DECM.
Bah c'est simple, tu le mets sur off, tu le mets sur standby, quand tu le mets le préchauffage il dure 2 minutes. En fait, quand tu le préchauffes, t'as un truc qui s'affiche en jaune. Et quand il s'éteint, c'est à dire qu'il est chauffé, tu le mets en rec. Rec c'est... il... Alors, c'est le brouilleur en mode il écoute, mais il émet pas, tu vois. Il prend Genre, du renseignement. il prend du renseignement. RPT c'est pour repeat, c'est il passe en mode actif. Non, 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 Avant... non, non. Enfin si, il C'est en gros, émet, il émet. non, dès qu'on te lock, il s'active. Bah oui, enfin, c'est comme le 18 quoi, c'est repeat. Non, non, parce que par exemple, sur le Mirage, tu peux choisir de brouiller volontairement. Là, repeat, c'est juste quand on te lock, il réplique. En gros, ouais, en gros, la différence entre les deux, de toute façon ça change pas. Tu mets sur repeat quand t'es... Soit t'arrives au-dessus d'une zone où t'as des SAM, soit t'es à portée moyenne par rapport à une cible. Si t'as portée courte, ça sert à rien. Si t'as portée longue, trop loin, tu seras genre une lampe torche dans le ciel. Non. Mais ça, t'as pas écouté. Bah si Ah, attends, si te lock, si t'as un avion en face qui te lock, et que le truc, il repeat... En C'est fait, exactement la même chose ouais, que... non, attends. Il y a un truc à prendre en compte. C'est que, en réalité, il va pas repeat quand il va te lock. Il va repeat quand tu seras dans le lob principal. Et c'est pas pareil. Parce que si t'as un autre F14 en face, imaginons, qui scanne, genre, si je prends mon radar, et que je dis, je veux scanner dans cette direction précisément, à cet endroit-là, même si je vais pas le locker, mon lob principal va se focaliser là-dessus. Et lui, le RWR, il a pas le moyen de savoir si il est hardlock ou pas. Un RWR, ça analyse le lob de détection principale. Enfin, pardon, lob d'émission principale. Donc, en réalité, tu vas quand même repeat. Le problème, c'est que même si tu lock pas, vu que ton RWR va croire qu'il est lock parce que t'as le lob qui est passé par là, bah en fait, ça va t'afficher en mode lampe torche pendant quelques secondes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, ouais, après... Mais donc, en gros, c'est pour ça que d'un point de vue stratégie, tu te mets sur repeat seulement quand t'es dans une zone de SAM et que t'as pas envie de te faire bolosser par des SAM. Ou alors quand t'as tes à portée moyenne ou courte, même si en courte ça sert à rien. Quand t'es très très loin, faut pas l'allumer parce que t'as des risques que sur un malentendu ça te donne ta position. Et d'ailleurs, c'est music d'ailleurs, hein, le code pour musicon pour passer en... Et active, par contre, tu t'actives tout le temps. De Tu quoi? brouilles tout le temps. Active, ACT, t'actives tout le temps. Enfin, tu brouilles tout le temps. Et alors ça, juste non, ça c'est dans les tests. C'est quand tu fais les tests au sol, le Non. ACT. Non, parce que regarde, il est en dehors de la zone de test. Non, il est dedans. Hein. Il est... Hmm. Attends, Si, parce que le hack qui est dedans. attends, Il y a hack, hold et standby. Au sur le pire, test. Regarde le au manuel. pire, c'est pas grave, manuel, hop, c'est DECM, DECM, blablabla, 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 procédure, on s'en fout, design, overview. Alors, le DECM, c'est le 126. Test Test ok. Act, ouais, c'est test. Et c'est un test qui dure 30 secondes, tu vois. Non, non, c'est vraiment, les deux, c'est des tests, ici. Ouais, Repeat. Ah RPT, non, ok, enable d'accord. full Regarde system. ce que c'est repeat. Regarde ce que c'est repeat. Enable full system. Ok, non, je dis une connerie. Pour le coup, mais c'est lui qui choisit en repeat. C'est lui qui choisit. Jump according to selected method. C'est ça en fait, c'est lui qui choisit la méthode de brouillage. Ok, et là, comme ils disent dans DCS, c'est simplifié parce que c'est du bruit blanc, voilà, ok. Ouais, donc du coup, ouais, bah j'avais raison en fait. Donc c'est vraiment, il est en actif. C'est pas comme le 18 en fait. Alors le 18, lui, c'est quand il se fait loquer, mais ok. Bon, bah là, c'est tout le temps. En gros, il Et génère c'est du quoi le bruit. principe du jammer du coup? Ça envoie du Ah, bruit? alors dans DCS ou IRL? Parce que là, c'est pas pareil. En vrai, Ah. du coup. En vrai, c'est confidentiel. On en discutait la dernière fois d'ailleurs. En vrai, c'est un bordel. C'est un bordel de brouiller certaines fréquences, forcer des shifts, faire des oppositions de phase au niveau des signaux pour que bah tes amplitudes, vu que t'es en opposition de phase, les Ah, amplitudes, ah ouais? bref, c'est du bordel. Dans DCS, c'est t'es une putain de source de bruit blanc de mort. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux observer le bruit. Notamment sur un... Il y a un truc qui est marrant. Si t'es en pulsation et que tu lock un 18, tu vas voir que le 18 il va se mettre à paniquer et t'auras une grosse tache dégueulasse qui va prendre tout ton DDD parce qu'il va te mettre du bruit dans la gueule. Donc ça c'est le bruit dans DCS. Enfin c'est le jammer dans DCS. Mirage, c'est pareil. Sauf qu'à 20 nautique, tu casses tous les brouilleurs dans des Ouais. CS. En gros, enfin, je sais pas si c'est 20 nautiques, mais en gros, en dessous de 30 nautiques, t'as de plus en plus de chances de casser le brouillage.
Parce que bah évidemment le signal SNR il augmente. Le ratio donc le SNR augmente parce que bah le signal vu que tu te rapproches, la réflexion il augmente mais le niveau de bruit est le même. Du coup vu que le SNR augmente, bah à un moment bah t'atteins un SNR suffisant pour que le radar le détecte. Je reviendrai, j'aimerais bien faire un peu de mirage avec vous, ça va être sympa. Bah écoute, ouais, why not. Donc ça c'est les contre-mesures électroniques. Alors le RWR, bon classique, hein, on-off, et alors tu peux choisir si tu veux filtrer, donc afficher uniquement les amis, afficher uniquement les contacts inconnus, afficher uniquement les SAM, afficher uniquement les trucs airborne et tout, voilà, classique. AI, c'est Airborne, c'est ça? Ouais, AI c'est airborne, c'est Air Intercept je crois. À vérifier, on va regarder, hop on a le manuel. Airborne Interceptor. Ah, pardon, Airborne Interceptor, pas Intercept. Et AA, c'est Anti-Aircraft Artillery. Parce que voilà, c'est pour jam les canons 88. UNK Now Ouais. Defend. Voilà. Euh... Ok. Alors, ça, si c'est envie de larguer tous les flares, je crois. Il me semble. Alors, je l'ai jamais utilisé. Je le dis, il est là au cas où. Si t'as envie de faire des séquences personnalisées, c'est pour tirer des flares. Genre, alors je veux que tu tires 2 chaves dans 3 secondes, ensuite 5 chaves en 5 secondes, ensuite 5. En gros, toutes les séquences personnalisées, c'est là-dedans. Personnellement, vu que moi je l'ai fait en semi-automatique en coup par coup, je l'utilise jamais. Ok. Mais je sais que c'est là. Il faut regarder en fait à chaque catégorie qui correspond à un truc. C'est pas sorti une fois que tu la doc, mais faut le faire. Le data link, là bah, c'est là où tu règles la fréquence du data link, donc 312.0, on-off derrière ici. Important, si t'es sur porte-avions, ça c'est pour te brancher sur le porte-avions. Si t'es sur il acceptera de se mettre en position up uniquement si t'es bien sur le data link du porte-avions, t'es connecté. Ça c'est pour t'aligner avec. Et puis voilà, je regarde dans le cockpit. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Bon bah le siège éjectable c'est derrière, l'oxygène c'est ici. Alors ça, là bon, ça tu t'en fous, c'est surtout au sol. Ça c'est le refroidissement de l'ordinateur, du radar. Alors peut-être pas l'ordinateur, mais en tout cas du radar Les et des Phoenix, c'est le phénix. Phoenix. Et Ouais. imagine, t'es un gros débile et que tu oublies de faire ça et que tu décolles sans ça, ton radar tes phénix il crame. Voilà, donc ça faut tout le temps le mettre, c'est la première chose que tu fais. Et puis voilà pour du coup la petite présentation rapide du poste de Rio. Alors, oui ça, donc ça c'est savoir. Position avant quand le pilote, enfin quand tu t'éjectes, le pilote est éjecté. Position arrière quand tu t'éjectes, le pilote n'est pas éjecté. Voilà, tout est Ah, non, dit. non, non, non. Si T'as pas si. compris. Non, ça c'est le command lever. C'est celui c'est celui qui déclenche l'éjection. Ah non non. Ah non non. Regarde le manuel. Regarde le manuel. Alors CMD lever. General Design Overview. Je pense pas que c'est dans les designs ça. Hein. Pour moi c'est dans le cockpit overview ça en vrai. Ouais. Non, left Non. side. Left new panel. De quoi? Hmm. Ah, mais là, t'es sur le Rio ou le... Non, t'es sur le pilote, là. Ah oui bah oui. Ah oui bah sûr que c'est... J'ai valve... radar liquide... Eject Command lever. command. Regarde. Ok donc vers Command- l'avant, ça veut dire que une éjection du pilote ça éjecte les deux. Vers l'arrière... C'est c'est le Rio. Vers l'arrière, seulement le Rio sera éjecté si le Ah, Rio s'éjecte. c'est celui qui commande qui s'éjecte. Euh, le air control, what happens when... Regarde, the eject CMD lever contrôle ce qu'il se passe quand le Rio s'éjecte. C'est ce que je disais? Non, mais pas du tout. Moi je te disais que c'était en gros vers l'avant, quand quelqu'un s'éjecte, les deux s'éjectent. Vers l'arrière, quand le Rio s'éjecte, y a que le Rio qui s'éjecte. Et toi tu m'as dit non. En gros, quand tu m'as dit, c'est celui qui, la commande, c'est celui qui décide qui s'éjecte en fait. Enfin qui. C'est mal compris, c'est pas grave. Bon bref. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Voilà, après t'as des détails classiques, hein, l'éclairage, voilà, est-ce que tu veux la nuit surtout ça.
Pareil, l'éclairage, le contraste, pourquoi pas. Voilà, le contraste du vert sur noir, hein, et voilà, il y a des concepts des fois. C'est surtout pour la caméra TV en fait, je pense ça. Le flou. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi du coup? C'est plus clair. Euh, aussi, quand le pilote démarre, il doit dire au Rio que le moteur 1 est nominal, par exemple. Qu'est-ce que tu dois faire en ce cas-là, en tant que Rio, pour Roule Alors, calibrer? arrière. je vais te faire une séquence de... Ah bah putain, attends. Voilà. Jazor! J'ai besoin de toi! Il est où? Ah, il est mute. Damn. Parce que je peux pas démarrer sans pilote, malheureusement. En gros, la théorie du démarrage. Dans les grandes lignes, hein, je vais pas faire les détails. Euh, Quand tu arrives dans l'avion, déjà, le pilote réarme. Il prend le bon emport, les chaffes, les machins. Ensuite, tu commences ce qu'on appelle la pré-flight. Dans la enfin nous ce que Jazz Raymond appelle la pré-flight. C'est peut-être pas les bons termes, mais Jazz Raymond je comprends. En gros, déjà, c'est comme avec Jester au début. Première chose, tu vérifies si le gars t'entend bien. Genre sur Discord, tu dis que tu m'entends bien, est-ce que c'est clair. Parce que quand t'es en dogfight et que ça commence à gueuler, que t'as les armes qui gueulent, c'est pas à ce moment-là que tu dis en fait t'es trop bas sur Discord, je t'entends pas. Donc première chose, est-ce que tu m'entends bien sur SRS ou sur Discord, donc bref. Deuxième chose, c'est éjectable et tu fermes la verrière et tu règles les radios et le data link avant le démarrage. Pourquoi on a décidé de le faire ça? En réalité, il y aurait peut-être même plus besoin de le faire maintenant. Mais c'est parce qu'avant, il y avait un bug quand tu étais sur porte-avions et que le moteur démarrait. Le Rio n'était pas synchronisé sur la grille de physique du porte-avions, mais sur la grille de physique de la mer. Ce qui fait qu'en fait, t'avais des vagues. Du coup, tu pouvais pas taper correctement sur les touches au démarrage, sur les touches des claviers, des machins. Parce que vu qu'il y avait des vagues, bah ton curseur il faisait des vagues aussi. Ah. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de régler les radios et le data link avant de décoller et de rentrer les waypoints avant de décoller et avant de démarrer les moteurs surtout. Tout ce qui nécessite en fait d'appuyer sur un clavier qui serait chiant. Les radios c'est Alors, aussi pour pardon. demander évidemment l'autorisation de démarrer les moteurs à la tour parce que tu vas pas demander l'autorisation après avoir démarré. Donc voilà, donc en gros c'est première chose, tu fermes la verrière, tu règles Ah non, les waypoints, tu peux pas, le truc est pas démarrer, mais tu règles les radios, le data link, le TACAN, les machins. Ensuite, pourquoi on attend que le moteur soit en nominal, le moteur droit? C'est parce que dans la procédure du 14, écoute, je sais pas pourquoi c'est comme ça, enfin, j'ai des suspicions, je me trompe peut-être, c'est que tu ne commences pas l'alignement de la centrale inertielle tant que t'as pas un moteur qui tourne. Parce que Oui. sinon, je me demande si, tu vois, quand le moteur tourne, t'as des vibrations dans l'appareil. Et je me demande si les vibrations sont pas prises d'un point de vue statistique dans la calibration. Alors que si tu fais la calibration sans que t'aies des moteurs en route, bah je pense que, vu que t'as pas cette vibration statistique, quand l'appareil va se mettre à trembler, bah tu vas éclater la gueule de la calibration de la centrale. Ouais, je vois. Mais après, comme toujours, le truc c'est que c'est une suspicion. Malheureusement, ça c'est un truc que je pense qu'on pourra jamais le savoir parce que c'est tellement précis comme question technique qu'il y a que les ingénieurs qui sont aujourd'hui à la retraite qui doivent savoir pourquoi ils ont fait ça, s'ils sont encore en vie d'ailleurs. Donc en gros, t'attends que le moteur droit se démarre et là tu démarres tout, donc tu lances l'alignement. Quand t'es sur porte-avions, alors t'as 4 types d'alignement, 2 sur porte-avions, 2 sur piste. À chaque fois t'as ce qu'on appelle l'alignement normal et t'as l'alignement accéléré. Donc le normal, bah c'est normal. L'accéléré, c'est en gros une méthode de calcul différente. Il prend en compte le fait que ton cap est fixe. En gros, ton cap est déjà compté dans l'appareil. Et du coup, vu que le cap de l'avion est déjà connu avec certitude, ça simplifie énormément les calculs, donc ça va plus vite. Sur porte-avions, l'alignement de la centrale inertielle est beaucoup plus rapide que sur piste quand tu utilises la bonne méthode accélérée. Sur piste, c'est 8 minutes. Sur porte-avions, ça peut être 2 minutes. Quand tu utilises la méthode accélérée. En termes de précision, les deux sont bonnes, mais bah voilà, faut être sûr d'avoir le bon cap parce que si genre même si t'as 1 degré d'écart, bah là par contre ça baisse tout en méthode accélérée. Ensuite tu démarres tout, tu démarres le RWR, les contre-mesures, le radar tu mets ça sur stand-by, tu fais préchauffer, tu gères, tu configures l'armement, les emports, l'armement des... Si t'es en air-sol, bah tu configures donc les fuses, les machins, les trucs. Tu fais des choses à faire. Mais la logique c'est
on rentre dans l'avion, on check l'essentiel, la radio, les éjectables, l'oxygène, on ferme la verrière, on règle les radios data link, on attend que le moteur démarre, on lance la calibration, et ensuite t'allumes tout. Voilà. Ok. Mais après, voilà, je t'ai pas montré de call start parce que là, c'était juste une présentation du comment ça se passe quand t'es Rio. Et puis voilà. D'ailleurs, alors, ah, si, j'ai pas abordé un truc important. Quand t'es en dogfight, donc j'avais dit, le Rio gère l'aspect stratégique et commande en BVR, donc Beyond Visual Range. Quand t'es Oui. en moins de 20 nautiques, généralement, la phrase que je dis à Jazor, c'est je te laisse la manœuvre. En gros, quand Jazor je te laisse la manœuvre, ça veut dire que je passe le commandement à lui, la gestion du combat à lui. Généralement, c'est le moment où on passe en dessous de la portée du Phoenix. Quand on arrive sur un combat où le Phoenix est mort et qu'on s'apprête à tirer au Sparrow, je lui dis je te donne le radar, donc je le laisse en pâle si je sens que j'arrive pas à le trouver à la main. Et donc je lui laisse la manœuvre, et là du coup, une fois que tu laisses la manœuvre au pilote, tu gères uniquement la situational awareness, et c'est tout. Parce que vu que t'es en combat rapproché, la navigation c'est plus trop ton problème, donc tu regardes où sont les alliés autour de toi, la situation globale, t'essayes d'avoir un contact visuel sur la cible si vous avez merge, et quand t'es en dogfight, tu fais rien d'autre que regarder ton putain d'adversaire. Quand t'es Rio, vu que le pilote a plus de mal à suivre le combat et qu'en plus de piloter, toi t'as la chance d'avoir une verrière qui est master race, t'as un angle de vue en Rio qui est un truc de dingue, donc tu passes ton temps à regarder l'adversaire et à donner soit, ça dépend, on va dire comment tu gères ça avec ton pilote, soit tu donnes uniquement la position de l'avion, donc tu dis bah là il est sur les 3 heures haut, 3 heures bas, machin, soit si le pilote est perdu ou il te demande les instructions, tu lui dis bah dans ce cas là tu tournes à gauche, tu remontes en piqué, machin, pour faire en sorte que ce soit efficace. Aussi important, en dogfight j'ai remarqué ça, des fois le pilote a tendance à tunneliser. Donc c'est aussi ton rôle de faire en sorte qu'il ne tunnelise pas. Notamment si là il est concentré en ciseaux, une connerie comme ça, et qu'il commence à faire de la merde, il fait pas gaffe à sa vitesse, il fait pas gaffe à l'altitude. Faut que tu le préviennes, faut que tu dises ok, là c'est la merde, il faut t'imposer. Parce que tu utilises très rapidement en 14 en dogfight parce que t'as pas de courant électrique, donc ça demande une concentration de dingue. Et bah du coup t'as pas tout le temps la capacité mentale de gérer en gros l'intégralité des paramètres de l'avion. Euh, du coup, l'exercice de guider un pilote ou de rien que de lui donner la position d'un avion ennemi en dogfight pendant que l'avion est en pleine manœuvre, c'est un exercice incroyablement compliqué. J'ai mis énormément de temps à réussir à le faire correctement avec Jazor. Parce que quand ton avion il est en train de faire 3 tonneaux à la seconde, il tire le manche, il part en piqué, et que l'avion que tu vois, il fait 5 tours dans ton champ de vision, et il a 5 positions différentes en moins d'une seconde, donner les indications précises à ton pilote au bon moment, c'est un exercice incroyablement dur. Des fois, quand il le faut, je suis même prêt à dire à Jazor, ok, tu ne bouges plus, genre tu bouges plus l'avion, même s'il faut pas le faire en dogfight. Je suis limite prêt à dire tu fais une ligne droite pour avoir un référentiel d'observation stable pour lui dire ok maintenant l'avion est à 5 heures bas. Parce que sinon s'il continue à faire des virages et tout, c'est impossible de donner les informations précises. Ouais. En appontage, quand tu fais de l'appontage sur porte-avions, l'approche, donc généralement le pilote c'est le pilote qui gère tout. Toi t'es censé faire les calls vocaux pardon, de altitude vitesse. En théorie, t'es censé le faire. Les calls radio, les communications radio, ça c'est logique. Après, si ton pilote est du genre à vouloir être ultra concentré et que tu lui parles pas pendant la manœuvre, faut voir ça avec lui. Mais en général, c'est ton rôle de faire les calls d'altitude pour que ton pilote soit concentré sur ce qui est en face de lui et qu'il n'ait pas à baisser la tête et perdre le contact visuel avec la piste le temps de regarder l'altitude. Je pense que c'est tout pour moi. Après le reste, écoute, on verra ça aussi. Tu vas aller plus loin, on va dire, au niveau du Rio, notamment pour s'entraîner pour le démarrage et le radar. Pour maîtriser le radar, ça demande comme tout, ça demande de l'expérience. Parce que Donc tu le sais, c'est faire. des Voilà. habitudes,
des mouvements à faire avec le radar, c'est avec l'expérience que ça vient, des petites choses. Genre là, bon, on n'a pas eu l'occasion de le présenter, mais niveau radar, là aujourd'hui, avec Jazor, je crois que j'avais déjà posté sur la chaîne Twitch à un moment, genre j'aurais réussi à faire des locks radar, mais d'enculé quoi. Mais ça vient pas tout seul, ça demande du temps, et je regarde si je l'ai, tiens. Merde, Twitch, Oui, il y a le blablabla. clip encore où t'avais lock quelqu'un. Ah bah voilà. Voilà, voilà! Ouais. Bah écoutez, si vous avez plus de questions, je pense que... Non, J'en ai- Mon cher bon monsieur. point. Comment on fait les enfants? Je pense qu'on va arrêter là. Bon voilà, Je te remercie. merci. Merci au stream pour ceux qui sont passés. Et je vous Les dis, personnes qui ont passé, personne t'aime. si il y a des personnes qui sont passées, c'est complet que je l'ai eu. C'est pas parce que je le dis pas que je le vois pas. Eh ben, dis-le alors, parce que personne t'aime. De personnes a écrit, mais il y avait des gens qui passaient. Personne t'aime. Personne même. Well, ciao le stream.